Il y a effectivement des assauts médiatiques, il y a une hostilité de toute une partie de l'opinion mondiale, mais on ne peut pas dire que l'image d'Israël en tant que telle soit complètement dégradée. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Stéphane Amar. Stéphane, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Journaliste, écrivain, avec vous et correspondant de plusieurs médias internationaux. Avec vous, je voudrais justement d'ailleurs que l'on commence notre petite discussion en essayant de voir si, alors que on va dire les canons se sont quelque peu tus dans notre région, il y a un cessez-le-feu au Liban, il y a, on va dire effectivement une sorte de retour au calme dans la bande de Gaza, et puis même l'Iran, pour l'instant, Israël est sur la touche. Est-ce que l'image de l'État d'Israël parvient un petit peu à être restaurée après 2 années et demie de combat, où en fait on est véritablement dans une disposition d'esprit qui n'est pas du tout favorable à l'État hébreu? Alors d'abord, il faut constater, c'est complètement naturel, que l'État Israël, est beaucoup moins présent dans l'actualité internationale, justement du fait que le pays n'est pas engagé directement dans ces guerres qui se déroulent actuellement, notamment dans cette confrontation entre l'Iran et les États-Unis. À la fois, Donald Trump a demandé à Benjamin Netanyahou de se tenir à l'écart, et les Israéliens sont préférés, en tout cas pour l'instant, cette position d'observateur. Est-ce que l'image d'Israël s'est améliorée? C'est difficile à dire. Il faut être relativement nuancé lorsque l'on parle de l'image d'Israël. Alors, il y a effectivement des mouvements extrêmement hostiles à l'État juif à travers le monde, que ce soit dans le monde islamique ou bien en Occident. Il y a parfois aussi un croisement dans cette hostilité, ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme, qui est extrêmement hostile à Israël. Cela dit, et même depuis le 7 octobre et depuis les crises qui ont suivi, notamment l'invasion de la bande de Gaza et cette opération extrêmement violente qu'Israël a menée dans la bande de Gaza, malgré tout, il faut constater qu'aucune sanction internationale n'a été déclarée à l'encontre d'Israël, que les liens commerciaux entre Israël et l'Europe, entre Israël et les États-Unis, entre Israël et l'Asie n'ont cessé de se renforcer. Donc, il y a effectivement des assauts médiatiques, il y a une hostilité de toute une partie de l'opinion mondiale, mais on ne peut pas dire que l'image d'Israël en tant que telle soit complètement dégradée, sans compter que ces dernières semaines, on a vu au contraire beaucoup de pays se retourner, comme la Slovénie, comme la Colombie, et prendre à la faveur d'un changement de gouvernement des positions radicalement pro-israéliennes, alors qu'elles étaient pro-palestiniennes avec l'ancien gouvernement. Alors, est-ce que vous avez le sentiment, vous, que cette image, elle peut être... Comment le gouvernement israélien, à votre avis, peut essayer de redorer le blason de l'État d'Israël? Est-ce que c'est une mission impossible, ou alors il y a effectivement une manière d'expliquer une situation, d'essayer de faire passer, on va dire tout simplement, le message de l'information à l'état pur, à les donner, et puis peut-être essayer de persuader qu'il n'y a pas, par exemple, eu de génocide, qu'il n'y a pas de famine, il n'y a pas eu de famine dans la bande de Gaza. Ce sont surtout les accusations qui sont portées contre Israël. Est-ce que vous pensez que c'est peine perdue, ou il y a matière à contre-attaquer? Alors, je pense qu'il faut s'attacher au fond des choses, attacher à ce qui se passe. Je ne vois pas qu'il s'agisse là d'un problème de communication. Je pense qu'il s'agit de positionnements politiques extrêmement différents selon que l'on se place du côté d'Israël ou selon qu'on se place du côté des Palestiniens. Il est évident que la réalité apparaît complètement différemment. On va prendre 2 exemples, peut-être l'exemple de Gaza et l'exemple de la Cisjordanie, de la Judée-Samarie. À Gaza, il y a effectivement des procédures qui sont engagées à l'encontre d'Israël, notamment pour génocide. Ces procédures, elles sont entre les mains de la justice internationale, qui visiblement, en tout cas pour l'instant, ne semble pas trancher en faveur de la thèse du génocide. Mais d'un autre côté, il faut bien sûr constater que l'opération israélienne dans la bande de Gaza a été complètement radicale et complètement en rupture par rapport aux opérations précédentes. Israël occupe 50 à 60% de la bande de Gaza, une bande de Gaza qui a été très largement détruite, une bande de Gaza où il y a eu bien sûr aussi beaucoup de milliers de victimes civiles en collatéral avec les combats contre le Hamas. Et ça, c'est une réalité qu'il faut assumer, c'est une réalité qui est objective. Certains vous diront c'est légitime, Israël n'a fait que se défendre. D'autres vous diront c'est une riposte disproportionnée. Mais là, il s'agit, je dirais, d'appréciations subjectives dans lesquelles un gouvernement démocratique n'a pas beaucoup de rôle à jouer. En ce qui concerne la Cisjordanie, c'est complètement différent. Mais c'est aussi une réalité qu'on peut constater de façon objective, c'est-à-dire qu'il y a une progression très très nette
de la colonisation, de la plantation juive dans ces territoires. Et d'ailleurs, le gouvernement s'en félicite. Il a expliqué récemment qu'il était passé de 9% du contrôle du territoire de Cisjordanie à 18%. Hier, de nouveaux plans ont été annoncés. Ça, encore une fois, ce sont des plans qu'il faut assumer. Certains vous diront que c'est légitime, que c'est le retour du peuple juif sur sa terre, et d'autres vous diront qu'il s'agit d'une colonisation sur le mode occidental. Je n'ai pas l'impression que quelque effort de communication que puisse faire le gouvernement israélien, ça changerait quelque chose à l'appréciation des uns ou des autres. Alors, je voudrais qu'on aborde un deuxième sujet qui est aussi votre sujet de prédilection, à savoir le secteur arabe israélien. Bon, on en a parlé beaucoup du secteur arabe israélien, en particulier au travers des multiples assassinats, le taux d'assassinat dans ce secteur arabe et les combats, on va dire les confrontations entre les différents gangs de la pègre arabe israélienne causent des dizaines et des dizaines de victimes. Mais je voudrais avec vous plutôt que l'on se focalise sur les élections, la perspective des élections. La question est claire. Est-ce que vous avez le sentiment que tous les partis arabes iront ensemble comme un seul bloc pour essayer d'une certaine manière de damer le plomb dans les résultats des élections du 27 octobre? C'est très difficile à dire parce que, effectivement, à une reprise, je crois, la liste arabe s'est unifiée. Tous les partis arabes se sont présentés ensemble. Il me semble que c'est en 2015, mais vous pourrez me corriger sur ce point. Et elle avait obtenu 15 sièges, ce qui était un record. Depuis lors, les Arabes partent traditionnellement en ordre séparé. Pourquoi ? Parce qu'il y a des vraies différences idéologiques entre, d'un côté, des partis plutôt de gauche, d'autres partis plutôt nationalistes, et le parti islamiste RAM de Mansour Abbas, qui a été le seul historiquement à participer à une coalition. C'était au moment de l'éphémère gouvernement Bennett entre 2021 et 2022. Ces divisions entre les Arabes, elles subsistent au moment où je vous parle, mais bien sûr, ils comprennent qu'ils ont un intérêt à mener une liste unique, car ils récolteront plus de députés. Cela dit, ça ne changerait pas fondamentalement les choses, car pour l'instant, en tout cas en l'état actuel des discours, ni la coalition Netanyahou, ni la coalition adverse, vraisemblablement guidée par Eisenkot, n'envisage de gouverner avec les Arabes pour des raisons principalement idéologiques. Donc même si les Arabes partaient, je dirais, avec une liste unie, il n'est pas certain qu'ils pourraient peser sur les affaires gouvernementales. Le seul moyen de peser, c'est ce qu'a fait Mansour Abbas en 2021, avec sa petite liste de 4 députés, c'est de s'allier aux autres partis sionistes et d'obtenir des ministères. Mais tel que se configure les prochaines élections, ça reste en tout cas pour l'instant assez peu probable. Est-ce que l'expérience de Mansour Abbas et de Raham, elle est renouvelable à votre avis? C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'union au sein du secteur arabe israélien, eh bien, il y a des formations politiques, on va dire du centre ou du centre-gauche, comme celle de Gadi Eisenkot, qui seraient prêtes à pactiser avec Mansour Abbas, ce qui ne serait pas, alors qu'il ne serait pas prêt à le faire avec d'autres partis, comme les partis de... Alors oui, effectivement, Mansour Abbas, paradoxalement, est sans doute le parti arabe le plus siono-compatible, celui qui peut le plus s'allier avec des partis juifs. On l'a vu en 2021, et même avec des partis très nationalistes, qui était à l'époque le parti de Naftali Bennett. Pourquoi ? D'abord parce que Mansour Abbas est le seul représentant arabe israélien à avoir reconnu le caractère juif de l'État d'Israël. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est un fait. Ensuite, parce que c'est un homme extrêmement pragmatique qui cherche à travers ses alliances à obtenir des avantages pour sa communauté, et notamment aussi, bien sûr, en termes de terre, en termes de budget, mais également en termes religieux. Et il se trouve qu'il y avait un terrain commun entre lui et Naftali Bennett, mais également, il faut le préciser, entre lui et Benjamin Netanyahou, puisque Benjamin Netanyahou avait essayé de le recruter avant Naftali Bennett, et il avait même mené une campagne assez offensive dans le secteur arabe sous le pseudonyme d'Abou Yaïr. Est-ce que cette expérience pourrait se renouveler avec les partis de gauche? Paradoxalement, je pense que c'est beaucoup plus difficile, et que traditionnellement, il y a beaucoup de méfiance des partis arabes envers les partis de gauche, qui sont perçus comme largement hypocrites, d'une certaine manière, si on peut le résumer, aussi conquérants, aussi sionistes que la droite, mais ne voulant moins l'avouer. C'est en tout cas la perception très courante chez les Arabes israéliens. C'est-à-dire le 7 octobre est passé par là et ça a modifié, on va dire, la perception des partis arabes, malgré tout, envers et contre nous, même si le secteur arabe je dirais que ça a aggravé sans doute la fracture entre les partis arabes d'un côté et les partis sionistes de l'autre, mais surtout la fracture entre les partis arabes et leur population. Car on a vu que la population
a très très largement condamné le 7 octobre, ce qui est une exception au niveau mondial, puisque la plupart des musulmans dans le monde se sont dits favorables à l'action du Hamas le 7 octobre, ce qui n'est pas le cas des Arabes israéliens majoritairement, alors même que les partis arabes israéliens, eux, ont poursuivi une ligne extrêmement hostile à l'égard de l'État d'Israël et du sionisme en général. Alors, je vais quand même vous poser une question sur les problèmes de la pègre arabe-israélienne. Est-ce que vous pensez que d'intégrer le Shin Bet, c'est-à-dire de confier ce dossier-là au Shin Bet, ça peut permettre d'obtenir des résultats tangibles et d'apaiser, on va dire, de faire baisser le nombre de meurtres dans ce secteur arabe israélien? Je dirais que ça ne peut pas être pire, parce que tous les gouvernements successifs de Benjamin Netanyahou, mais aussi celui de Naftali Bennett, ont été incapables de juguler la violence dans le secteur arabe. Malgré toutes ces promesses, Itamar Ben-Gvir n'a pas changé la situation, au contraire, elle a cessé de s'aggraver. On est là face à une situation qui ressemble à certains égards à ce qui se passe en France, c'est-à-dire de narcotrafic, que l'État n'arrive pas à juguler. Est-ce que le Shabak, les services de renseignement intérieur, qui sont réputés extrêmement efficaces, arrivera à changer les réalités? C'est peut-être une expérience à tenter. Eh bien, on restera sur cette interrogation avec vous, Stéphane Amar. Merci beaucoup de nous avoir aidé à mieux comprendre ce qui se passait dans les médias internationaux, cette période de trêve relative, si l'on peut dire, dans les combats. Et puis, donc, ce qui se passe aussi, ce qui risque de se passer dans le secteur arabe israélien en perspective des élections. Merci Stéphane d'avoir été avec nous. Bonne journée, à bientôt.